sur Radio J et nous sommes de retour pour votre émission The Digital Theory. Après des semaines de confinement, je suis sûre beaucoup d'attentes. Nous sommes de retour sur vos antennes et sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous likez, vous commentez, vous partagez et vous nous envoyez vos propositions et vos commentaires sur Instagram et Twitter @The Digital Theory ou en suivant notre page Facebook The Digital Theory. Nous nous retrouvons pour toujours plus de digital, toujours plus d'entrepreneuriat et nous allons parler beaucoup cette semaine de déconfinement, de reprise, d'économie. On va aller à l'international, ça va être super, mais comme d'habitude, on n'a que 24 minutes pour être avec vous cette semaine. Nous recevons 2 invités exceptionnels et elle commence à être un peu habituée, c'est je crois sa 3e fois. Nous recevons Victoria Ngoat, PDG de Fulljet China. Donc si vous n'avez pas suivi, et vous avez tort, Fulljet China, c'est une entreprise qui importe des marques occidentales en Asie et elle est plus ciblée online, donc c'est notre experte un peu du e-commerce. Bonjour Alexandra, merci de me recevoir. Et pour cette semaine, nous avons une invitée exceptionnelle, nous avons l'honneur de la recevoir, Lisa Nakam, directrice générale de Jonac, plutôt en charge donc du digital, mais vous allez nous en parler plus après. Donc comme toutes les semaines, j'ai fait mon petit tour des réseaux sociaux, un long tour, parce qu'il y a quand même pas mal de semaines de confinement. Et j'ai vu pas mal de choses. Cette semaine, ça a été ceux qui ont peur, ceux qui sont scandalisés par le déconfinement, par l'ouverture des terrasses, mais il y a aussi ceux qui sont très emballés et qui pensent que c'est un peu le renouveau et qui vont pouvoir faire plein de projets. D'ailleurs, en top tweet, en ce moment, on trouve toujours le Covid-19, toujours le déconfinement, mais on trouve terrasse. Donc c'est plutôt, ça commence à être plutôt sympa. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai vu que la première partie du confinement, bon il y avait toujours beaucoup plus de réseaux sociaux que d'habitude. Il y avait ceux qui ne prenaient aucune décision, on se demandait s'ils allaient encore avoir une vie après demain, donc pas de budget, pas de nouveaux projets, pas de déménagement, rien du tout. Et la deuxième partie du confinement, il y a ceux qui ont dit bon on va sortir, il va falloir prévoir plein de choses pour sortir parce qu'on n'est pas forcément prêt à sortir dans les nouvelles conditions. Et c'est un des sujets dont on va parler d'ailleurs entre nous. Et donc, allez te faire un petit tour sur le réseau comme d'habitude, c'est assez drôle. On va très vite commencer. On va d'abord parler de Jonac. Donc, une enseigne que je pense que tout le monde connaît, mais vous allez nous en dire un peu plus. Je crois que c'est une histoire de famille. Exactement. Donc, c'est une société qui a maintenant 55 ans, créée par mon grand-père à la base. Donc, c'était le premier magasin il y a très longtemps à Saint-Germain, à Paris, et qui a été reprise donc, par mon père, et puis il y a une dizaine d'années par mon frère et par moi. Donc, on fait de la chaussure pour femmes. On produit aujourd'hui essentiellement au Portugal, dans des usines qui sont des partenaires privilégiés à nous et qui nous permettent de travailler donc en circuit court et de produire des chaussures qui sont vraiment très proches de la mode en termes de délai. Donc on n'est pas du tout sur des modèles classiques où on produit 6 mois avant. Au contraire, là on essaye vraiment de travailler très tardivement de manière à être le plus proche des clientes et le plus proche de la mode. Voilà. Donc c'est un peu le concept Jonac qui perdure depuis maintenant pas mal d'années. Donc nous on s'adresse à beaucoup d'entrepreneurs et c'est vrai que c'est une question compliquée, mais qu'est-ce qui a fait la réussite de Jonac? Parce que il y a d'abord le projet, l'ouverture du premier magasin, je suppose, mais aujourd'hui c'est une enseigne avec une marque bien reconnaissable, une image, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a eu, à mon avis, une proximité vis-à-vis de la clientèle, une vraie écoute du marché et de la clientèle, parce que mine de rien, quand on est une marque vieille de 50 ans, il faut vraiment suivre les évolutions, parce qu'il y en a eu beaucoup sur notre marché. Alors oui, clairement, les dernières qui viennent, c'est les réseaux sociaux, c'est toute la partie digitale qui n'existait pas. Et en fait, c'est des choses que chez Jonac, on a su prendre assez tôt. En restant justement à l'écoute de ce qui se passait, à l'écoute du marché. C'est ce qui a d'ailleurs permis de transformer justement l'enseigne Jonac en marque Jonac, parce que concrètement, c'était pas donné à tout le monde. Tu vendais des chaussures, mais en fait, arriver à dire que vendre dans ton magasin des chaussures, c'est plus que ça, et c'est pousser une marque qui est reconnaissable et dont tu es fier de porter, les éléments. Et donc en fait je pense que c'est vraiment cette proximité vis-à-vis du marché, cette réactivité, parce que justement le fait d'être une entreprise familiale, on n'est pas détenu par un fonds, on est très flexible, on est très réactif au niveau de la production, donc sur toute la partie amont qui nous permet donc d'avoir des produits assez proches de la mode, mais aussi sur toute la partie aval qui nous permettent de tester plein de choses, qui nous permet de livrer tard, qui nous permet de nous adapter à différents marchés. Si demain on veut aller en Asie, on sait qu'il va falloir faire des pointures plus petites, on sait qu'il y a des couleurs qu'il va pas falloir faire, et tout ça nous on est capable de le faire justement parce qu'on a cet outil de production qui nous permet de faire plein de choses.
Mais dans notre époque où maintenant tout le monde se dit un peu start-upper, tout le monde a l'impression qu'ils vont déposer une marque ou un à l'INPI ou faire des statuts chez Le Greffe, ils sont PDG d'une entreprise. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a en e-commerce, créer une enseigne qui deviendrait, qui se déploierait autant que a pu le faire Jonac? Le faire, oui. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas forcément, en fait. Aujourd'hui, donc, nous, on est une entreprise on vient du retail, parce qu'à la base, le retail, c'était la norme il y a quelques années. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, je pense que faisable, ça l'est, même s'il y a des complications. Mais bon, c'est des complications normales sur la création d'une entreprise. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment souhaitable? À mon opinion, pas forcément. Aujourd'hui, quand on voit toutes les success stories de marques D2C, du Cézanne, du Respire, toutes ces entreprises qui sont en fait capables, à partir d'un site internet avec uniquement 1 ou 2 flagships, de vraiment complètement changer le marché et redistribuer les cartes et donner de nouvelles normes. Ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui, en fait, à partir du digital, tu peux tout faire. Donc nous, on vient du retail et c'est comme ça qu'on l'entend. Et on va pas cesser de le faire parce que ça a été comme ça. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire et qu'il faut pas forcément se dire les grandes marques, c'est comme ça avec plein de magasins. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux aussi être une grande marque sans forcément avoir beaucoup de magasins. Et là, on est dans une période compliquée ou différente, on va dire, exceptionnelle même. Comment vous avez marché, vous, avec le confinement? Comment vous êtes organisé? Et surtout, maintenant, avec le déconfinement et la réouverture des boutiques? En fait, ça se rapproche un petit peu de ce que vous disiez au début, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs phases dans le confinement, et nous aussi on a eu ça. Mine de rien, donc au tout début, si vous voulez, tout était compliqué, avoir des masques c'était compliqué, Donc nous on a pris d'abord on a fermé les magasins, donc évidemment, mais on a pris le parti de fermer aussi l'entrepôt. De manière à pouvoir laisser les gens qui travaillent sur les vrais métiers qui étaient les métiers importants. Donc c'est ce qui s'est passé au début. Donc on a dit tant pis, la chaussure c'est pas essentiel pour vivre. Il vaut mieux fermer le site quitte à ne plus du tout avoir de résultats. Mais au moins, on se concentre sur le vrai essentiel qui fait vivre le pays. Donc ça c'était la première phase. Et puis la deuxième phase, quand on a commencé à pouvoir retravailler un petit peu, au moins de manière logistique, on a réouvert le site et là, pour le coup, changement complet de stratégie, forcément, on booste le web à 2000%. Et puis bon, on essaye de faire... il faut continuer. Donc on continue de faire nos collections, on continue de faire tout ça. On prévoit donc le déconfinement en amont. Parce que mine de rien, dans une marque comme la nôtre, les choses se sont arrêtées au mois de mars. Donc on était encore en hiver. On avait encore limite les fins de solde en magasin. Donc il fallait retirer les produits, remettre un nouveau produit adapté à la saisonnalité. Et il fallait gérer tout ça dans un temps, mine de rien, limité, avec des équipes limitées aussi. Donc voilà. Et après, le vrai travail, c'était en fait d'être présent sur le marché, en fait, et d'être présent auprès de nos clients, de continuer à garder le lien dans une période où en fait on n'a plus nos magasins pour garder le lien, où on n'a plus les vendeuses pour nous représenter, où on n'a plus tout ça. Donc en fait le seul outil c'est clairement les réseaux sociaux, le site internet, et c'est un petit peu ça. Donc on a complètement viré en termes de stratégie parce que on a essayé de penser différemment, mais je pense que tout le monde, il y a beaucoup de marques qui l'ont fait aussi, et justement en fait ça nous a tous permis de trouver des nouvelles idées, de réfléchir un petit peu plus loin. Je pense que le vrai élément au niveau des réseaux sociaux, et ça, il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi, c'était que avant on présentait nos collections sur les réseaux sociaux, c'était assez la marque qui donne aux gens qui suivent. Et là, on a vraiment présenté les réseaux sociaux plus comme un média. Et donc là, pour le coup, on s'est un petit peu inventé, trouveur de recettes, prof de yoga, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on peut faire, en fait. Vous avez inclus du lifestyle dans votre... Alors, on avait déjà un peu de lifestyle, mais en tout cas, on a inclus vraiment des choses qui intéressaient nos clients. Le quotidien du confinement. Voilà, pour tout le monde. Et donc, on a été vraiment assez ouvert, assez honnête là-dessus. Vraiment, même chose au niveau du shooting, parce que mine de rien, des marques comme les nôtres, on a beaucoup de shooting régulièrement parce qu'il faut faire les collections et les présenter. Le problème, c'est que là, on n'avait plus de photos. Donc, comment tu dialogues quand tu n'as plus cette notion d'image dont tu as beaucoup besoin forcément, et puis tu pouvais plus en lancer. Donc, résultat, il a fallu innover, donc trouver des nouvelles idées. Donc, nous, ça a été, on a trouvé des filles un petit peu
inspirationnels. On leur a fait envoyer des paires de chaussures et on leur a dit allez hop, shooting at home, vous faites le job. Amusez-vous, faites un truc comme vous le sentez, que ça vous ressemble et puis voilà. Donc c'est sûr que c'est pas dans les codes, c'est pas les photos auxquelles on a l'habitude, il y a pas de retouches, il y a pas tout ça, mais le résultat, nous on l'a trouvé plutôt réussi. Puis après, vous étiez dans un environnement où aussi tout le monde avait un côté un peu maison. Même à la télé, ils étaient chez eux, sans décor, donc ça rentrait il y avait moins cette exigence d'organisation et de polissage, je sais pas comment on dit, de la communication. Mais là, par exemple, le gouvernement annonce qu'ils veulent reporter les soldes. Oui. Est-ce que vous trouvez ça, c'est bien pour les boutiques ? De mon point de vue, c'est trop tard. Parce que là, ils veulent reporter à mi-juillet. Le problème, c'est que je pense quand même que les Français vont partir en vacances. Et donc, on va être très tard. Donc, résultat, ça risque quand même de beaucoup, beaucoup diminuer les résultats des soldes, en fait, tout simplement. Alors qu'on est justement sur une année où on a besoin, en fait, de rattraper. Enfin, on est tous blindés de stock. Il va falloir les écouler. C'était pour vous permettre de vendre plus longtemps à full price. Ouais. Oui, mais ça va. Dans les faits, c'est pas productif. C'est mon opinion. Après, je peux me tromper là-dessus, mais je pense que c'est trop tard. 14 juillet, les gens, ils partent tous. Puis ils ont besoin de partir. Et encore plus sur une année comme celle-là. Donc, à mon avis, ça sera... Voilà. De toute façon, même chose, si on est honnête entre nous, toutes les marques vont être en vente privée au moins 2 semaines avant. Donc, au final... Ça reviendra presque. Voilà, on sera... Ouais. Voilà. Et comme on s'adresse à des entrepreneurs, avant qu'on passe à la deuxième partie et qu'on fasse une petite pause musicale avec une musique qui est très actualité, mais quand je l'ai choisie, j'avais pas fait exprès, mais quand je l'ai écoutée, je me suis dit tiens, c'est vraiment le bon jour. Quel conseil vous donneriez à des entrepreneurs qui se lancent ? Alors déjà, pas tout de suite. Attendez la fin de l'année. Là tout de suite, oui, c'est quand même, à mon avis, c'est pas le meilleur moment en tout cas. Ensuite, quels conseils on peut donner ? Alors bon, voilà, moi je suis très analytique d'une manière générale, donc je pense que le principal se joue vraiment dans la bonne analyse du marché, du produit, voilà. Ensuite. Je pense qu'il y a aussi de ne pas forcément chercher à faire très compliqué. Parfois, la simplicité, c'est bien. Voilà, on se rend bien compte dans les marques autour de nous, c'est qu'en fait, oui, de temps en temps, tu as des produits super techniques et tu as des projets qui fonctionnent, qui sont hyper... Voilà, mais la plupart du temps, en fait, on a tous envie de simplicité. Voilà. Et après, essayer d'être irréprochable sur tous les points qui font le business. Donc, voilà, un marketing impeccable, un produit impeccable, un bon rapport qualité-prix, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus envie de marques qui vendent à 10 fois le prix de ce que ça coûte pour après être en solde la moitié de l'année. Tout qu'ils peuvent trouver à bas prix ailleurs complètement. Facilement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où de plus en plus les gens ont envie d'honnêteté, ont envie que la marque, elle soit... voilà, enfin, en tout cas, on est un peu plus d'éthique aussi. Ça se voit aussi à travers toutes les marques qui sont créées. Beaucoup plus, voilà, on est une marque, d'accord, mais on joue carte sur table, on vous dit ce qu'on fait. On explique ce qu'on fait, on le justifie. Donc beaucoup de transparence. Oui. Et être proche des clients. Être proche des clients, regarder vraiment ce qui se passe sur le marché parce que le marché bouge extrêmement vite. C'est sûr, de plus en plus. Merci beaucoup. On se retrouve dans une deuxième partie. On parlera plus économie internationale, on parlera e-commerce et on verra qu'est-ce qui influe. La Chine influe sur l'international ou la crise internationale est en train d'influer sur la Chine. On verra ça avec Victoria et Lisa, mais d'abord on fait une petite pause musicale. Blessed are those who know what it is. We think that we need everything. The love is found in the wrong kind of dreams. There's always time to ask for help. There's always space to find your ways. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you hide or you run away. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go, clap your hands. Because we're afraid of losing, we have lost the meaning of sharing. But with love there is something to win. Today might not be as hard as it seems. There's always room to make mistakes, not always time to make amends.
Vous êtes de retour avec Alex sur Radio J pour votre émission The Digital Theory et nous sommes toujours avec Victoria et Lisa, directrice générale de Jonac, une enseigne que vous connaissez tous et cette fois on va discuter, on va débattre même si on n'est pas obligé, on n'est pas deux clans parce que je sais qu'on aime bien le mot débat, c'est tout de suite ça. On va parler e-commerce. Victoria, tu es une experte du e-commerce en Chine. Je crois que tu t'occupes de marques très connues comme Doc Martens et d'autres. Et tu es déjà venue dans notre émission d'ailleurs pour en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe, toi, après le confinement ? Alors en Chine, beaucoup de reprises. J'avais déjà commencé à le dire. Donc nous, on a repris les activités e-commerce ont été finalement assez peu impactées. Elles l'ont été un petit peu en février, puis mars, on était déjà sur une reprise gentille. Et puis avril, on a littéralement explosé les ventes. En fait, Alibaba était prêt, Tencent aussi. Donc les plateformes comme Tmall et Jingdong ont en fait lancé plein de campagnes qui ont permis aux marques de faire des discounts et de vendre ce qu'elles n'avaient pas vendu avant. Donc tout ce que tu expliquais aussi sur le problème d'accumulation des stocks ont pu être finalement réglés via des campagnes un peu ponctuelles. Donc ça, c'était pour le e-commerce. Et puis de toutes les manières, de manière générale en Chine, même le retail a repris. Le luxe ont réouvert leurs magasins, des magasins paquebots avec des touristes qui ne voyagent plus, donc des extra riches chinois qui avaient l'habitude de faire leur shopping luxe à Paris, à Londres, à Milan, que on a tous vu, et qui là ne peuvent plus le faire, donc ils vont dans leurs magasins à Shanghai et à Pékin acheter, même si les taxes sont plus importantes. On a vu le record du magasin Hermès. Hermès, exactement, en une journée, les queues devant tous les magasins, donc les groupes s'en sont très bien sortis. Voilà. Et donc, est-ce que ça va être un problème en France, Lisa, cette reprise du tourisme ? Tant qu'il n'y a pas de tourisme, est-ce que ça impacte quand même la vente des magasins ? Oui, aujourd'hui ça l'impacte. Alors déjà, tout simplement pour pour une marque comme la nôtre, on a déjà la donnée grand magasin. Aujourd'hui, les Galeries Lafayette et le Printemps Haussmann, ça fait quand même partie des plus gros magasins de notre réseau, qui ne fonctionnent qu'avec les touristes quasiment. Donc quand il n'y a plus de touristes, de toute façon, on sait déjà que dans les meilleurs magasins, on a donc clairement on est impacté de front. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en France, le web n'est pas capable, même s'il grossit beaucoup, de prendre le relais sur tous les magasins fermés. Donc oui, nous aussi, on a une énorme croissance du web. On va pas se mentir, on est content, tant mieux. Mais en fait, ça peut pas à un moment donné, en tout cas sur des marques qui ont 50, 100, 200 et plus de magasins, ça peut pas couvrir la perte de tous ces magasins fermés. Alors qu'en Chine, ça l'a fait. C'est-à-dire qu'en Chine, ça n'a évidemment pas pris 100%, mais des groupes comme Adidas ont réussi à faire 40 à 50% de leurs ventes online. Incroyable. Ce qui est incroyable pour l'Europe et pour la France. Le consommateur chinois avait le pouvoir d'achat de dépenser après le confinement. Et même pendant le confinement. D'ailleurs, pendant le confinement, c'était peut-être pas sur des produits fashion, parce qu'effectivement, on achète autre chose quand on est confiné. Mais ça s'est très vite reporté. Le pouvoir d'achat, il a été finalement peu impacté. La Chine va être en croissance. Elle va pas être en croissance de 7 ou 8% comme d'habitude, mais elle va être en croissance de 2 ou 3%. Quand nous, on va connaître une décroissance. Donc déjà, d'un point de vue macroéconomique, on vit pas avec les mêmes standards et les mêmes valeurs. Parce que la France mise aujourd'hui pour la reprise économique sur une surconsommation après confinement, mais est-ce que le pouvoir d'achat va suivre ? Est-ce que vous avez vu, vous, déjà, que les gens consomment beaucoup plus d'un coup ? Est-ce qu'ils sont avides de consommer ? Non, pour le moment, en toute honnêteté, non. Pas chez nous, en tout cas. Aujourd'hui, il y a une reprise qui commence à s'amorcer, mais on n'est pas du tout... pour l'instant, on ne fait pas du tout les chiffres qu'on devrait faire. J'ai lu une interview, Victoria, où vous disiez que ce qui avait moins aussi impacté la Chine, c'était que le e-commerce était prêt et que finalement, ils ont continué, à part les règles sanitaires, leur développement et leur fonctionnement plutôt habituel. Pas habituel, mais... Quasi. En fait, sur le e-commerce, ce qui a changé en Chine, c'est que le consommateur a acheté moins sur des produits de non-nécessité. C'est-à-dire qu'il s'est reporté sur la food, sur le fitness et sur, évidemment, tous les produits de santé, de bien-être et de home, quoi. D'être bien chez soi, parce qu'on était chez soi. Ça, c'est ce qui s'est passé partout dans le monde. Mais d'un point de vue logistique ou d'un point de vue organisation des plateformes, tout était prêt et tout était déjà en marge de manœuvre. Ça n'a pas changé grand-chose, à part que les gens qui travaillaient chez Alibaba ont travaillé de chez eux, mais elles étaient prêtes en fait à faire face et surtout les logisticiens ont continué à assurer. Voilà. C'est-à-dire que les livraisons ont continué avec des restrictions sanitaires, mais les livraisons ont continué. En France, c'était pas du tout le cas. Mais est-ce que c'est les règles strictes qui ont aussi empêché le déroulement ? À mon avis, il y a plusieurs choses, mais déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la Poste,
Nous, en France, au niveau de la Poste, il y a eu, voilà, ils ont fermé. Enfin, déjà, les enlèvements se faisaient non plus tous les jours, mais un jour sur deux. Voilà, les points relais ont tous fermé. Donc, voilà, il y a eu quand même, je sais pas combien de millions de cartons qui se sont retrouvés sur des plateformes bloquées à droite à gauche tout le temps du confinement. Ensuite, il y a eu un vrai embouteillage et même aujourd'hui, on le ressent encore. Nous, aujourd'hui, alors qu'on est censé être déconfinés, logistiquement parlant, on est dans un moment complètement infernal en fait. On a des livraisons qui n'arrivent pas, des retards de tous les côtés. Enfin, le pays n'était pas à ce point-là prêt, en tout cas logistiquement parlant. Mais après, même chose. Ce qui se passait, c'est que la logistique, ça demande quand même des personnes. Et des personnes, on a quand même eu ce problème de masque dont on pâtit encore aujourd'hui parce que t'as des gens qui ne travaillaient pas en fait, mais on pouvait pas leur imposer de travailler s'il n'y avait pas les conditions nécessaires pour qu'ils travaillent. Mais même les pure players, moi je trouve que même les pure players ont été un problème en France puisque j'étais ici pendant le confinement et j'ai pu comparer avec la Chine. Des pure players de clearance type vente privée et autres ont eu beaucoup de mal aussi sur leur livraison. Mais parce que leurs entrepôts avaient beaucoup moins de monde en fait. Amazon s'en est sorti jusqu'à ce qu'ils soient interdits. Justement, du coup, comme ils s'en sortaient mieux, ils sont pris une amende parce qu'ils n'ont pas respecté la non-concurrence, parce que du coup, ça fonctionnait trop bien par rapport aux autres. Bon, ça les a pas empêchés de continuer, mais c'est vrai que il n'y a que Amazon aujourd'hui qui est honnêtement calibré et prêt pour le e-commerce en Europe et donc en France. Parce que même les plateformes de food, en fait, la demande s'est reportée aussi beaucoup là-dessus en France, était saturée. Ils avaient réussi à faire traiter. Carrefour et autres ont fait travailler des employés dans des conditions qui étaient OK. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup trop de demandes. Ils n'étaient pas prêts, même d'un point de vue technique. Pas du tout prêts. Mais de toute façon, vous voyez, une livraison, comme vous dites, dans le food, normalement, en France, on est quand même tous les gros, que ce soit les Oura, les WooShop, tout ça, on est encore sur des livraisons où c'est à 2 jours, à 3 jours, à 4 jours, quand en général dans d'autres pays, même dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs, mais on arrive à être dans la journée ou demain ou plus tard. Puis même, pour arriver jusqu'au clic, moi j'avais vu, quand j'étais venue rapidement en Chine, c'était que quand on voulait quelque chose, ou même sur AliExpress aujourd'hui avec l'application française, on le veut, on clique, et il n'y a pas... Et il arrive tout de suite. Il n'y a pas la démarche de valider, de remettre sa carte bleue parfois, de passer la sécurité. La conversion. La conversion est beaucoup plus rapide parce que le temps qu'on prend à finalement finaliser notre achat, c'est un temps de souvent où on est dissuadé de dépenser de l'argent. Moi, je connais pas le taux d'ouverture de page en France moyen, mais c'est vrai qu'en Chine, un consommateur chinois va en ouvrir beaucoup, mais par contre, entre l'ouverture de la page produit et la conversion, il va en avoir que 2. Parce qu'en fait, on est à un clic direct. En fait, on essaye de faire un UX qui permet d'aller directement à la validation. Aujourd'hui, quand même, nous, on a profité du confinement pour lancer notre nouveau site. Justement, on l'a lancé le 15 avril, donc en plein dedans. Heureusement, quand même, qu'on est capable de faire ça. Ouais. Voilà. Après, oui, tous les sites ne sont pas optimisés et ne le font pas. En tout cas, voilà. Mais aujourd'hui, c'est quand même des sujets sur lesquels tout le monde travaille. Même chose, nous sur le site, on a essayé en fait de retravailler intégralement le panier et tout le tunnel d'achat de manière à pouvoir vraiment commander, que ce soit et d'ailleurs c'est principalement de ton mobile et ensuite de l'ordinateur, d'une façon super optimisée avec du Google Connect, avec tous les moyens de paiement hyper modernisés, on va dire. Comme sur le modèle chinois, effectivement. Après, c'est sûr que c'est moins dans le réflexe français. Il y a encore beaucoup de sites aujourd'hui qui n'ont pas... D'ailleurs, par hasard, dans le métro, vraiment ce matin, je regardais un article du Monde qui disait que maintenant, cette année, les gens avaient plus consommé e-commerce sur mobile que sur ordinateur. Oui, alors nous, on a quasiment 70% du trafic qui vient du mobile. C'est pareil en Chine. En Chine, on est entre 80 et 90% du trafic et de l'achat en mobile. Mais est-ce que finalement aussi ça vient pas, si on a eu tant de retard dans le e-commerce, ça vient pas du français qui aime bien aller en boutique et qui n'avait pas l'habitude de consommer en ligne et qui a aussi un peu peur du en ligne encore. Une partie des Français a peur sur le du produit fashion, je pense vraiment qu'il y a aussi un gros travail sur tout ce qui est taille, fitting, retour. Oui. Et voilà, et la logistique en fait, aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est toujours pareil. C'est qu'en France, voilà, on pense oh là là, je vais acheter, mais si ça va pas, il faut renvoyer. Voilà. Et on a toujours cette notion de logistique qui est pas encore assez efficiente pour vraiment faire que allez hop tu commandes, à part chez Zara en fait concrètement, parce que lui il est vraiment vraiment au taquet sur tous ces sujets. Concrètement tu sais que ça va être contraignant, il va falloir le renvoyer en fait. Ouais. Et donc quels vont être maintenant, voilà, pour finir, les futurs enjeux pour l'Europe dans cette ère de digitalisation? Les logistiques.
Ouais, la Je trouve que logistique. la logistique et le paiement. Logistique, paiement, effectivement. Et après, en vrai, c'est vraiment c'est la digitalisation totale, mais je pense qu'elle passe aussi par l'intégration du réseau dans le web et donc par en fait les stocks. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même encore une notion de subdivision de toutes les parties de stock. En fait, il y a beaucoup de marques qui ont le stock qui est en magasin, il est pour le magasin, le stock qui est pour le web, il est voilà. Et donc, il y a quand même des grosses évolutions à ce niveau-là. Alors nous, on est en plein dans ces sujets, mais il y en a beaucoup qui sont aussi sur ces sujets. Enfin, en fait, c'est tout ce qu'on quand on parle d'omnicanal, c'est en fait vraiment ça. Exactement. En fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une pièce, où qu'elle soit dans ton réseau. Si tu as une cliente, tu dois pouvoir lui vendre, où que tu sois. Voilà, aujourd'hui, c'est bien assez difficile de capter des clients pour pas en plus les perdre parce que tu n'as pas la pièce au bon endroit au bon moment alors qu'elle est disponible quelque part ailleurs. Et c'est des sujets sur lesquels nous, on a travaillé depuis déjà 5-6 ans. Donc les grosses marques en Chine ont déjà tout leur stock intégré via des outils et qui en fait ils sont dans l'omnicanal pur et intègrent leur réseau aussi, même s'il y a des distributeurs ou des franchisés. Donc c'est vrai que pour moi c'est un troisième enjeu. Donc une grosse évolution, mais c'est déjà on est déjà sur le bon chemin. Merci beaucoup Lisa, merci beaucoup Victoria. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et sur le site internet de Radio J et sur les applications. Et juste avant, Lisa a la gentillesse d'offrir une paire de chaussures, donc vous pourrez jouer pour la gagner sur les réseaux sociaux. Je vous laisse et à bientôt. Pneu Tavolinho, tá do bom? Sou da net, dime uma batida legal. Batida legal, ou sem carnaval, afirma la halal. Carnaval, pô, como em São Paulo, as boitas que civilinha, tá psiquiliosa e cachaça, Rarife tá como caipirinha.